Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Trêve, hors note trêve en Ukraine. La Russie tarde à répondre aux États-Unis, mais Donald Trump ne compte pas laisser retomber le soufflet de la paix. Nous verrons maintenant. Des gens se rendent en ce moment même en Russie et nous espérons obtenir un cessez-le-feu. Si c'est le cas, je pense que nous aurons fait 80% du chemin pour mettre fin à cet horrible bain de sang. À la tête de cette délégation d'émissaires américains envoyés à Moscou, Steve Witkoff, fidèle de Donald Trump. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Alors Steve Witkoff va avoir fort à faire pour convaincre Moscou de dire oui à la trêve de 30 jours proposée par les États-Unis. Effectivement, d'autant que ce n'est pas un professionnel de la profession, comme l'on dit, ce n'est pas un diplomate au sens le plus pur du terme, loin de là. Witkoff, 67 ans, est un magnat de l'immobilier promu par son ami de 30 ans, Donald Trump, émissaire spécial. L'homme est sur tous les fronts, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, c'est lui. L'accord de paix américain signé par l'Ukraine en Arabie Saoudite, il en était. Et maintenant, direction Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Peut-être aujourd'hui, peut-être avec Donald Trump au téléphone. Bref, il est en première ligne. Avec lui, pas de langue de bois, pas de chichi, c'est du brutal, confient les journalistes qui le côtoient régulièrement. Cette absence d'expérience diplomatique est peut-être même l'un de ses meilleurs atouts, analyse un spécialiste. Ce qui est sûr, c'est que Witkoff, simple envoyé spécial, a pris la vedette et toute la lumière sur Keith Kellogg, pourtant négociateur en chef sur l'Ukraine, ex-général dans l'armée américaine. Une mise en concurrence délibérée, signée Donald Trump, pour que le meilleur, au final, gagne la paix. Merci Christophe Bordet. Et Donald Trump prévient la Russie, si elle n'accepte pas sa proposition de trêve, Moscou, dit-il, essuiera des sanctions financières potentiellement dévastatrices. Oui, le président américain se dit optimiste. Pourtant, Vladimir Poutine s'est montré particulièrement belliqueux hier. Le président russe s'attend, dit-il, à ce que toutes les missions de combat soient accomplies et appelle à la libération complète de la région de Koursk où se sont repliées les forces ukrainiennes. Déclaration hier en tenue militaire devant ses soldats. Un message qui ne semble pas aller dans le sens d'un cessez-le-feu. L'Ukraine, par ailleurs, continue à envoyer des drones en Russie. 77 d'entre eux ont été abattus ce matin selon le Kremlin. Et c'est dans ce contexte que les députés français ont renforcé hier leur soutien à l'Ukraine. Oui, une résolution en ce sens a été votée hier soir à l'Assemblée par 288 voix contre 54. Le texte prévoyait notamment la saisie des avoirs russes gelés pour financer la défense ukrainienne. La France insoumise et les communistes ont voté contre. Le Rassemblement national, lui, s'est abstenu. Et en effet, Marine Le Pen avait déclaré mardi qu'on ne la forcerait pas à voter un texte dans lequel on demande l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. La chef de file des députés RN tente vraiment de marquer sa différence avec les macronistes sur ce dossier ukrainien. Elle accuse le chef de l'État de jouer avec les peurs des Français, de faire de la télédiplomatie qu'elle juge d'ailleurs inefficace. Alexandre Chauveau, c'est un équilibre délicat, critiquer la politique présidentielle tout en se montrant responsable sur les questions internationales. Quel positionnement adopter en matière de relations internationales ? Marine Le Pen cherche la meilleure réponse dans une période marquée par l'omniprésence d'Emmanuel Macron. La présidente des députés RN s'oppose ainsi presque par principe au chef de l'État, accusé de s'être illusionné sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine, là où elle défend désormais une ligne de totale indépendance avec Washington comme avec Moscou. Les nations n'ont pas d'amis. À partir du moment où vous avez cette vision-là, qui me paraît être une vision sage et raisonnable, vous n'êtes étonné de rien, puisque vous avez cette distance nécessaire pour pouvoir juger des événements. Cette ligne offre à Marine Le Pen une riposte toute trouvée aux accusations portées par ses adversaires et qu'elle conteste. Sa supposée russophilie d'une part, alimentée par le crédit russe souscrit en 2014 et sa proximité d'idées avec Donald Trump d'autre part, connue comme elle pour son patriotisme revendiqué. L'enjeu pour Marine Le Pen, c'est d'apparaître crédible sur un sujet où Emmanuel Macron bénéficie de l'effet drapeau et qui, par ricochet, joue souvent en sa défaveur. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen qui sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk dans un instant. Oui, et qui pourra réagir sur la crise diplomatique entre Paris et Alger. Alors qu'un fonctionnaire de Bercy et une employée de l'Office de l'immigration sont soupçonnés d'espionnage pour l'Algérie, ils ont été interpellés. Tous deux ont été mis en examen pour avoir fourni des informations sensibles aux services de renseignements algériens. L'actualité judiciaire, c'est aussi cette information Europe 1. 10 Français ont été interpellés en banlieue de Bruxelles lundi. Partis de région parisienne et surveillés de près par la BRI de Versailles, ils projetaient un
un enlèvement en Belgique. 8 d'entre eux ont été inculpés par la justice belge. Il est 8h06 sur Europe 1. On l'apprend ce matin. Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, officialise sa candidature au poste de premier secrétaire du PS. Oui, il appelle à une réconciliation au sein du parti et bouscule ainsi le duel entre Olivier Faure, candidat à sa réélection, et le maire de Rouen, Nicolas Maillé-Rossignol, élection qui aura lieu à la mi-juin. Et à 1 an des élections municipales, enquête ce matin sur Europe 1 sur ces maires qui ne veulent pas de logements sociaux dans leur commune. C'est pourtant ce que prévoit la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU. Les communes doivent impérativement compter 20 à 25% de logements sociaux dans leur parc résidentiel sous peine de fortes amendes. Mais certains édiles font de la résistance. Exemple à Allot dans les Bouches-du-Rhône, 22 000 habitants aux portes de Marseille, avec seulement 7% de logements sociaux. C'est la municipalité la plus sanctionnée de France. Enquête du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Avec son moulin en vieille pierre, c'est un village typiquement provençal bordé par les collines de Marcel-Pagnol, une commune également en pénurie de logements sociaux, choix totalement assumé par le maire LR Lionel Decala. Il est hors de question qu'on remette en cause des espaces naturels, des espaces agricoles pour construire des grands ensembles d'immobilier. Beaucoup de familles viennent ici s'installer pour profiter de cette qualité de vie et donc on ne peut pas modifier ces équilibres. Dernière facture en date pour la municipalité, 1,3 million d'euros, une amende qui a doublé en l'espace de 2 ans. Et dans les ruelles escarpées du vieux village, les habitants rencontrés semblent partager le choix du maire. En bas sur la route, ils ont fait, mais ce ne sont pas des gros immeubles. Ça oui, mais pas des HLM ou des trucs comme ça. Ça changerait la population. Ici, des délinquants, tout ça, c'est rien à côté de Marseille. Il a entièrement raison. Il y a encore des choses qu'il faut préserver. Le calme, ça par exemple. Quelques élus du département assument également de ne pas respecter les quotas de la loi SRU. D'autres jugent les objectifs inatteignables en raison du manque de terrain disponible et de leur prix. Allô, Stéphane Burgat, Europe 1. Et puis appel à tous les futurs bacheliers. Ce soir, minuit, il sera trop tard. C'est le dernier jour pour formuler vos vœux sur Parcoursup. Le calendrier est précis. Les candidats auront ensuite jusqu'au 2 avril pour valider leurs vœux et ensuite envoyer leur lettre de motivation. Enfin, pour les écoles qui les réclament encore, car certaines n'en veulent plus, estimant qu'entre l'aide de l'intelligence artificielle ou celle des parents, ces lettres ne valent en réalité pas grand-chose, Louise Salé. Oui, c'est une nouveauté. Cette année, les lettres de motivation ne sont plus exigées pour postuler à certaines formations. C'est ce qu'a remarqué la conseillère d'orientation Sophie Laborde-Baleine. Je pense à une école à Lille qui s'appelle l'ESDEM, donc c'est l'école Schema et elle ne la demande pas. Je pense aussi à un bachelor de l'école IESEG qui est une école de management, elle ne la demande plus. Il y a quelques formations qui ne la demandent plus. Quand vous êtes une université et que vous en recevez des fois plus de 5000, je ne vois pas comment on peut lire tout ça, quoi. Vanessa, mère d'une jeune étudiante, comprend cette décision car les lettres sont surtout rédigées par les parents. L'an dernier, elle s'est arraché les cheveux pour aider sa fille à écrire la sienne. C'est un peu un jeu de dupes parce que refléter quelque chose d'un peu plus personnel dans la limite, je crois, de 1500 caractères, vous n'allez quand même pas très loin. On les relit, on les regarde, on en discute, on en rajoute en se disant que de toute façon, personne n'ira vérifier. Je trouve dommage qu'on en soit amené à se poser ce genre de questions. Et d'après le dernier rapport du comité éthique de Parcoursup, pour les établissements d'enseignement supérieur, les résultats scolaires sont bien plus importants que la motivation parmi les critères d'admission. Louise Salé du service Société d'Europe 1. Et le foot, fin de l'aventure en Ligue des Champions pour le LOSC. Oui, le rêve s'achève en 8e de finale. Défaite hier soir 2-1 à domicile face au Borussia Dortmund. Dernier club français en lice, le PSG affrontera en quart de finale Aston Villa au Parc des Princes. Match à suivre sur Canal+. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.